Animé par une haine raciste, le Norvégien Anders Breivik est devenu un meurtrier de masse. Bilan de la tuerie, 77 morts. Un massacre perpétré par un homme pour se venger de la surpopulation étrangère qui menacerait selon lui la race blanche. En Allemagne aussi, la haine des étrangers a poussé au meurtre un trio terroriste. Les victimes, 8 Turcs, un Grec et une policière allemande. Mais les attentats d'extrême droite qui ont bouleversé l'opinion publique européenne s'inscrivent dans une dérive terroriste qui remonte à plus de 40 ans. Cette violence d'extrême droite qui a fait d'innombrables victimes a toujours été largement sous-estimée. En Italie, dans les années 60, conservateurs de droite et fascistes agitent le chiffon rouge de la menace communiste. Ces derniers sont le deuxième parti du pays. Les tensions entre les camps politiques s'accentuent de façon dramatique et l'extrême droite joue la carte de la violence. Milan, décembre 1969. Une bombe explose dans une banque. 16 personnes sont tuées, 88 blessées. Les enquêteurs remontent jusqu'à un groupe néofasciste, Ordino Nuovo, Ordre nouveau. Mais personne n'est condamné, faute de preuves solides. Mai 1972. Dans le village de Peteano, des néofascistes tuent 3 carabiniers. À présent, la cible est claire, le terrorisme vise la jeune démocratie. Il s'agit de répandre la peur et l'effroi. Certains groupes politiques et cercles de pouvoir avaient intérêt à créer à l'intérieur du pays des tensions d'ordre social, économique, politique et syndical, de sorte que la population soit incitée à réclamer la paix, la tranquillité, la sécurité et l'ordre. Mais ce sont les attentats et les meurtres d'extrémistes de gauche qui font les gros titres. Le noyau des Brigades Rouges est constitué d'étudiants et d'ouvriers. Leur cible, les représentants de l'État et de la justice. En lutte armée contre l'ordre politique, les terroristes de gauche prétendent édifier avec des bombes une société plus juste. Alors que ces derniers sont lourdement condamnés, les auteurs d'attentats néofascistes arrivent souvent à échapper à la police ou s'en sortent par le biais de douteux acquittements. Fin des années 60, en République fédérale d'Allemagne. La révolte étudiante sert de terreau à une cellule terroriste d'extrême gauche similaire aux Brigades Rouges, la Fraction Armée Rouge ou RAF. Elle commence avec des braquages de banques pour financer la vie clandestine et l'achat d'armes. Leur méthode trouve des observateurs intéressés. La RAF nous a servi de modèle. Comme nous n'avions ni logistique, ni réserve financière, nous avons eu l'idée de nous procurer de l'argent en bousculant la répartition des richesses. C'est-à-dire en allant le voler dans une banque. La RAF commet des attentats contre d'éminentes personnalités de la vie publique. Son objectif, toucher le cœur de l'État. Étant donné l'atmosphère de l'époque, je pensais moi aussi que la fin de la République était proche. Le fait que le camp de droite ou d'autres groupes clandestins passent à l'action ne pouvait qu'en accélérer la fin. Pour moi, cela arrivait à propos, c'est pourquoi j'ai approuvé, voire même salué ces actes de violence. Le terrorisme de la RAF défraie la chronique. Hommes politiques et médias pointent un ennemi tout désigné. Que ce soit un braquage ou un attentat, les terroristes de gauche sont les premiers soupçonnés. Les extrémistes de droite peuvent ainsi affûter leurs armes contre la démocratie en passant presque inaperçus. Manfred Röder est l'un des premiers à partir en guerre pour le rétablissement du Troisième Reich. Mon père était un officier de l'ASA. Je l'ai évidemment raconté à mes enfants. Autrement dit, il était tout à fait normal pour eux que nous ayons revendiqué et volontiers contribué au Troisième Reich. Il fallait rétablir un Reich allemand, avec un fort commandement. Notre objectif, c'était ça, rétablir le Reich allemand.
Autour de lui se forment les groupes d'action allemands, une alliance d'extrémistes de droite qui commettent des attentats à l'explosif et des incendies criminels, mais sans les revendiquer, contrairement à la RAF. Leur cible, les autorités publiques et les logements d'immigrés. À Hambourg, dans la nuit du 22 août 1980, des membres des groupes d'action mettent le feu à un foyer de réfugiés de guerre vietnamiens. 2 personnes meurent brûlées vives. Manfred Röder, chez lui avec sa famille. On ne peut lui imputer aucune participation directe dans les incendies criminels. Il sera cependant condamné à une longue peine de détention pour avoir fondé une association terroriste. On trouve aussi des jeunes chez les extrémistes de droite qui veulent mettre à genoux l'État démocratique. Michael Kühnen, né en 1955, se hisse vite au rang de leader. Das fordere ich von jedem Einzelnen, der sich mir anschließt, sich zu bekennen als das, was wir sind, als nationale Sozialisten in der Tradition der NSDAP und in der Tradition der SA. Parmi les partisans de Kühnen figure notamment Thomas Brehel, qui suit son leader avec passion. Pour nous, le soldat politique est un homme motivé politiquement, qui respecte l'ordre militaire et qui mène son combat principalement dans la rue, comme à l'époque de la SA historique. C'était le cœur du concept. Le Front d'action des nationaux socialistes de Michael Kühnen, l'ANS, devient une pépinière de l'extrême droite. À côté de Thomas Brehel, au premier rang, Christian Wörsch, un des stratèges de la cause aujourd'hui encore. On trouve aussi des cadres autrichiens et néerlandais. Kühnen veut attirer l'attention en transgressant les tabous. Il bafoue ainsi les victimes de l'Holocauste. Il s'agissait d'un petit groupe de Hambourg, sans argent, composé en grande majorité de fils d'ouvriers au chômage. Ils étaient peut-être 15 ou 20 maximum. Ce groupe se demandait comment il pourrait adresser son message au monde. Il n'avait pas d'argent, ni influence, ni lobby. Kühnen a alors eu l'idée géniale de mener cette action avec des masques d'âne. Ça ne leur a rien coûté, mais ça a fait le tour de la presse du monde entier. Ça a été le déclic pour Kühnen. Il s'est dit, c'est en suivant cette voie, par la provocation, qu'on se fera entendre. Les provocations amènent à l'ANS de Kühnen de nouveaux membres, y compris des néo-nazis prêts à la violence et en possession d'armes. En juillet 1978, Kühnen se risque à une première confrontation violente avec la police et accroît sa propagande nazie. Mais il va trop loin. En 1979, Kühnen comparaît devant la justice et est condamné à 4 ans de prison. En Italie, un parti d'extrême droite s'est établi dans les années 70, le Movimento Sociale Italiano, le MSI. Ce parti néofasciste siège au Parlement après avoir obtenu 2,8 millions de voix. Son dirigeant s'appelle Giorgio Almirante. Ancien compagnon de route de Mussolini, il est idolâtré par ses partisans. Tandis que le MSI combat la démocratie avec les mots, des groupes néofascistes radicaux vont nettement plus loin. Ils recrutent des terroristes parmi les sportifs. Leurs associations fonctionnent selon des principes militaires. Il ne s'agit ni plus ni moins que d'une sélection. Les faibles sont écartés, les forts enrôlés dans des organisations paramilitaires. Leur objectif est de former des militants néofascistes capables de manier les armes et les explosifs. Fin mai 1974, une charge explose pendant une manifestation antifasciste à Brescia. 6 personnes sont tuées, 90 sont blessées. Encore un crime des néofascistes qui restera impuni. Les auteurs présumés sont acquittés, faute de preuves. En Belgique, le VMO, l'ordre des militants flamands, bat le pavé. Cette formation d'extrême droite, qui compte 400 activistes et 1 millier de sympathisants, est dirigée par Bert Eriksson, un ancien des jeunesses hitlériennes devenu chasseur parachutiste. Les membres du VMO répandent la peur, attaquent des magasins d'étrangers et agressent des opposants politiques. Leur lieu de rendez-vous est le café d'Eriksson, Odal,
à Anvers. Les habitués du café se battent pour le sang et le sol flamand et contre la démocratie parlementaire. La décoration des murs est dédiée au règne nazi et à la collaboration flamande avec l'Allemagne de Hitler. De nombreux membres du VMO sont issus des rangs de l'armée belge. Parmi eux, on trouve des chasseurs parachutistes, mais aussi des légionnaires. Ils disposent d'un vaste arsenal militaire. On ne manque pas de pourvoir aux besoins de la relève, prête à se battre. Pour recruter des enfants et les entraîner aux actions violentes, on dispense des programmes paramilitaires dans des camps de formation. Le réseau des structures paramilitaires s'étend de la Belgique jusqu'en Bavière, berceau du groupe paramilitaire Hoffmann, considéré alors par le gouvernement régional conservateur comme une association sportive inoffensive. Glocke ab, fang den Arm, zieh den hier rein, Glocke ab, fang den Arm. Hoffmann forme depuis 1974 des bombes à retardement nazis. Avec ses 400 membres, son groupe est la plus grande organisation paramilitaire d'Allemagne de l'Ouest. Il sert de modèle à d'autres groupes du même acabit. Hoffmann veut supprimer la démocratie par le biais d'un putsch. Lorsqu'en janvier 1980, le ministre de l'Intérieur allemand interdit enfin le groupe Hoffmann, on découvre une multitude d'armes et de matériel militaire. Il s'avérera que le groupe avait établi des connexions internationales avec de nombreux groupes similaires. Ich habe keine Veranlassung, nun solche Kontakte aufzudecken. Da wird sich natürlich die Polizei Mühe machen müssen, sollte es doch tun. Aber diese Kontakte nach Italien, nach Spanien, nach Frankreich bestehen. Ist ja nichts Verbotenes. Hoffmann s'est efforcé de recruter des combattants à l'étranger pour son armée privée. C'est ce que prouvent des éditions de son journal Commando, qu'il a fait éditer en 6 langues et diffuser en dehors de l'Allemagne de l'Ouest. Italie, 1980. La situation politique intérieure est toujours instable. On parle d'une crise des institutions de l'État. La démocratie serait plongée dans la confusion et affaiblie par les scandales et le terrorisme. La mafia continue d'étendre son emprise. Le gouvernement des démocrates chrétiens a beaucoup de peine à stabiliser l'ordre politique. Bologne, 2 août 1980. Une bombe explose dans la salle d'attente de la gare. Le bilan est lourd, 85 morts et une centaine de blessés. C'est l'attentat terroriste le plus meurtrier de l'histoire italienne d'après-guerre. C'est aussi le point d'orgue d'une stratégie visant à remplacer la démocratie par un État autoritaire. Un groupe néofasciste revendique l'attentat. Mais l'enquête est entravée et piétinera pendant 15 ans. Nous avons eu des difficultés de toutes sortes. Surtout parce qu'il y avait des forces institutionnelles qui avaient intérêt à orienter l'enquête dans une fausse direction. On a tout fait pour empêcher que les juges suivent la bonne piste. Et ce, dès les premiers jours de l'enquête. Il faut attendre 1995 pour que 2 terroristes néofascistes soient condamnés en tant que seuls auteurs de l'attentat. Les structures dont ils dépendent resteront dans l'ombre. Quelques semaines après le massacre de Bologne, le 26 septembre 1980, une bombe explose lors de la fête de la bière de Munich. L'attentat le plus sanglant dans l'histoire de l'Allemagne d'après-guerre fait 13 morts et plus de 200 blessés, dont certains graves. Les auteurs de l'attentat seraient de gauche, à en croire Franz Josef Strauss, le chef conservateur du gouvernement du Land de Bavière. Le responsable se trouve parmi les victimes, Gundolf Köhler, étudiant en géologie. Il était étroitement lié avec le milieu d'extrême droite et a participé à des exercices du groupe paramilitaire Hoffmann. Malgré ses connexions et quelques témoins qui prétendent avoir vu Köhler avec des complices, l'attentat reste pour les enquêteurs l'acte isolé d'un déséquilibré.
Le 19 décembre, 3 mois à peine après l'attentat de Munich, Shlomo Levin, le président de la communauté juive d'Erlangen en Bavière, et sa compagne sont assassinés. Son meurtrier, un cadre dirigeant du groupe Hoffmann, s'enfuit au Liban. Début des années 80. Si en République fédérale d'Allemagne, les violences contre les Juifs sont rares, en France, elles se multiplient. Les Français de confession juive sont dénigrés en place publique, comme du temps des nazis. Outre l'antisémitisme, un certain nationalisme à la française gagne du terrain. Son mot d'ordre, la France aux Français. Les néo-nazis attaquent les Juifs là où ils vivent. Ceux-ci sont menacés et agressés même en plein jour. De jeunes Juifs décident de s'organiser pour se défendre. Leur organisation confirme que des policiers ralentissent les enquêtes en cours. Elle découvre aussi des néo-nazis dans les rangs des forces de l'ordre. On parle d'une société secrète d'extrême droite au sein même de la police. L'antisémitisme qui émane des groupes néo-nazis alimente la menace terroriste. Des incendies criminels sont perpétrés. La voiture de l'avocat juif Serge Klarsfeld, qui traque les anciens criminels nazis, est plastiquée. Une lettre de menace proclame « Nous poursuivrons le combat, personne ne pourra nous faire taire. Nos actions seront de plus en plus violentes. Un jour, nous ferons couler le sang. » Nouvelle génération fasciste. Un seul Dieu, Adolf Hitler. Parmi ces groupes néo-nazis, on trouve la FANE, la Fédération d'Action Nationale Européenne. Dissoute en 1980, elle continue sous une nouvelle étiquette. Son agent de liaison avec les militants allemands du même bord déclare « En dehors de la NS, nous avons des clients en contact avec le VSPD, le Volkssozialistische Bewegung Deutschlands, de notre camarade Friedhelm Busse de Munich, mouvement avec lequel nous avons fait plusieurs congrès, plusieurs réunions en Allemagne même. Je dois souligner que des militants du VSPD, dont notre camarade Friedhelm Busse, ont participé au congrès de la FAN en janvier dernier. Les relations du mouvement socialiste populaire d'Allemagne avec les néo-nazis français sont d'abord de nature informelle. Mais cela va changer. Son leader s'appelle Friedhelm Busse. Suite à l'interdiction de certaines associations d'extrême droite, il a recueilli de nombreux néo-nazis orphelins et les a ralliés à son idéologie. Die völkische Weltanschauung basiert auf 5 Fundamente, nämlich Rassenhygiene, Staat, Ehre, Arbeit und Boden. L'organisation d'extrême droite de Busse réunit d'anciens et de jeunes néo-nazis. Dans ses rangs figurent des fanatiques qui font le choix de la violence. Certains d'entre eux fondent, avec des néo-nazis français de l'ancienne FANE, l'organisation terroriste Omega. L'objectif de son leader est clair. Ich kämpfe für die Wiedererrichtung des Nationalsozialismus in Deutschland. Wir wollen die Demokratie beseitigen, den Rest des Besatzungsdiktats beseitigen und einen neuen nationalsozialistischen Staat errichten. Le 20 octobre 1981, Uhl et son commando terroriste Omega quittent l'appartement de Friedhelm Busse à Munich. Ils ont l'intention d'attaquer une banque pour se procurer de l'argent, mais ils sont arrêtés par la police. Uhl et un complice allemand meurent sous une pluie de balles. Un néo-nazi français de la FANE est grièvement blessé. Dans leur voiture, la police découvre un important arsenal d'armes. L'objectif du commando Omega était de liquider les juges et les procureurs, qui sont les soutiens occultes du système, et d'éliminer les traîtres dans ses propres rangs. En janvier 1982, l'organisation de Busse, armée jusqu'aux dents, est interdite elle aussi. Mais aucune participation directe aux actes de violence ne peut être imputée à son leader. Paris, 1984. Michael Kühnen est en exil. Après sa remise en liberté, il a choisi la capitale française pour mettre sur pied un réseau européen d'organisations néo-nazies. Une de ses adresses se situe en banlieue parisienne.
c'est un ancien SS français qui l'héberge. Il s'agit d'un ancien officier de la division SS Charlemagne. Cette division était constituée de volontaires français qui ont combattu sur le front de l'Est pendant la Seconde Guerre mondiale. Cet homme n'est plus actif sur le plan politique en raison de son âge, mais il a plus ou moins mis cette maison à disposition des camarades qui sont en difficulté. Actuellement, je circule dans toute l'Europe sans avoir besoin de dépenser un seul centime, parce que partout où je me rends, je suis toujours nourri et logé. Je n'ai donc à ma charge que les frais de transport. L'argent dont j'ai besoin, notamment pour mener des actions politiques, provient de camarades plus âgés qui sont en retrait et soutiennent le mouvement. Kühnen entretient de bons contacts avec le milieu néo-nazi français. Par exemple, avec l'ancien leader de la FANE, Mark Fredriksson, qui dirige une nouvelle organisation. Elle est excellente depuis de nombreuses années, du reste, depuis l'existence de l'ANS. Depuis le commencement. Depuis le commencement de l'ANS, on a entretenu toujours de bonnes relations amicales. Peu de temps après, Kühnen est expulsé de France et condamné en République fédérale d'Allemagne à une nouvelle peine de détention en raison de la poursuite de ses activités néo-nazies. Mais il a structuré son organisation de sorte qu'elle puisse agir sans lui. Le groupe de Kühnen est bien vivant. Il combat et fait la fête. Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserer Führergeburtstagsfeier heute am 20. April 1989. Gottfried Küssel, un Autrichien, s'est également imposé comme l'un des adjoints de Kühnen. Il souhaite intégrer l'Autriche dans un Reich grand allemand, comme à l'époque de l'Anschluss. Un Néerlandais fait aussi forte impression. Michel Kühnen a fait de Thomas Brel, de Gottfried Küssel, du néerlandais Heite Oman et de bien d'autres encore, des nationaux-socialistes purs et durs. L'ennemi à abattre, la démocratie. Dans les années 80, l'Allemagne de l'Est aussi voit émerger des courants parallèles d'opposition. Face aux slogans standardisés et à la tristesse du quotidien, les jeunes expriment leur malaise de plus en plus bruyamment, en devenant punk, hooligan ou skinhead. La RDA aussi compte une mouvance néo-nazie, forte de 15 000 sympathisants environ. À partir de 1988, les procès s'accumulent contre les jeunes partisans de cette extrême droite qui, selon la conception antifasciste des dirigeants est-allemands, ne devrait tout simplement pas exister. Tous les condamnés sont incarcérés dans la même prison, ce qui ne fait que renforcer leur cohésion. Dans les cellules, la colère gronde. Aucun ne pense sortir de sitôt, jusqu'à ce que le mur tombe. Cet événement va entièrement changer la donne en Europe et influencer considérablement la marche du monde. Les Allemands semblent avoir atteint un objectif majeur. Die Einheit unserer Nation. Une déclaration à peine audible dans le torrent d'allégresse. La fin de la RDA signe aussi la réunification des deux extrêmes droites allemandes. 10 jours après la chute du mur, Kühnen, qui a retrouvé la liberté, est à l'Est avec ses acolytes. Le leader, qui est malade du sida, est à la recherche de nouvelles recrues. La chute du mur a fait l'effet d'une rupture de digue. Partout, des groupes de droite ont poussé comme des champignons. À l'époque, Kühnen, bien qu'il était déjà malade, a rassemblé toutes ses forces et il a aussi souvent qu'il le pouvait parcouru les nouveaux Länder, tenu des discours et essayé de structurer tout cet ensemble à l'Est. Wir wissen aus unserem Herzen und aus unserem Verstand, dass alleine Michael Kühnen der Mann ist, der uns dereinst mit dieser Bewegung zum Siege führen wird. Rapidement, Kühnen s'efforce de créer des structures et d'occuper avec ses camarades de l'Ouest des positions clés. Die Leitung insgesamt des Ordnungsdienstes und die
die hier an Anweisungen zu geben haben, ist in erster Linie Kamerad Gottfried Küssel aus der neutralen Ostmark. Au 122 de la Weitlingstrasse dans Berlin-Est, Kühnen établit le siège d'une organisation répondant au nom d'Alternative Nationale. Le bâtiment est transformé en forteresse lourdement armée et sert de point de ralliement pour le combat contre les étrangers et pour la défense des zones dites nationales libérées. Unsere jungen Kameraden sind selbstverständlich immer bereit, Gewalt anzuwenden. Und zwar vor allem deshalb, weil dieser Staat mit Mitteln und Methoden arbeitet, die ebenfalls Gewalt darstellen. Und von unserer Seite wäre das, wenn es passieren würde, lediglich Notwehr als Notwehr zu sehen. Bayreuth, 1991. Rassemblement de 3000 extrémistes de droite et néo-nazis d'Allemagne de l'Est et de l'Ouest, à la mémoire de Rudolf Hess, le bras droit de Hitler. Au premier rang, des partisans de Michael Kühnen, entre-temps décédé, et des dirigeants d'organisations interdites comme Friedhelm Busse. Après un séjour en prison pour possession d'armes et d'explosifs, celui-ci s'est hissé à la tête d'une nouvelle organisation. Son nom doit dissimuler ses véritables desseins. Le parti ouvrier allemand libéral, FAP en abrégé. La réunification des deux extrêmes droites allemandes se fait au grand jour, de manière agressive et ouvertement menaçante. Küssel a l'étoffe d'un nouveau Führer. Et les groupes paramilitaires s'entraînent à cette fin. Démonstration guerrière devant les caméras quelque part dans une forêt de l'Est de l'Allemagne. Apologie de la violence, culte du Führer et fétichisme des armes. Une sinistre trinité qui donne une impulsion au terrorisme d'extrême droite. À quoi s'ajoute la xénophobie qui, avec la fin du rideau de fer et la disparition des frontières, ne cesse de progresser. 1991 à Velexon, en Haute-Saône. Rencontre de militants d'extrême droite de plusieurs pays européens. Ils veulent approfondir leurs contacts, faire la fête et s'entraîner au maniement des armes. Ils ont été invités par le PNFE, le Parti nationaliste français et européen, qui s'inscrit dans la droite ligne de la FANE. Son président est le néo-nazi Claude Cornillot. Liebe deutsche und griechische Kameraden, ich heiße Sie herzlich willkommen in Velexon zu unserer Sonnenwendfeier der PNFE unter dem Zeichen der europäischen Freundschaft und der Freundschaft unter allen Völkern weißer Rasse. Une rencontre aux accents racistes. Blanche, toujours, France, Blanche, toujours, France, Blanche, toujours. Préparatifs pour la grande fête du solstice. La constitution de la République fédérale d'Allemagne doit partir en fumée. Le jeune homme qui en déchire avec zèle un exemplaire est originaire de Thuringe, une région de l'Est de l'Allemagne. Son nom, Tino Brandt. Möge, so wie dieser Holzstoß jetzt lodert, die Flamme in unseren Herzen weiterbrennen. Und möge das Hakenkreuz sich aus tiefster Nacht wieder erheben zum endgültigen Sieg. Pour la victoire, Sieg! Heil! Sieg! Heil! Sieg! Heil! Également au programme, un entraînement paramilitaire devant le château et des exercices de tir pour les camarades, hommes et femmes. Wow! Fin de l'année 1991 à Berlin. On se croirait aux assises de l'ASA, la section d'assaut qui, sous le Troisième Reich, répandait la terreur et le sang dans les rues. Sous les yeux de la police, une salle des fêtes se transforme en scène de propagande d'une organisation néo-nazie. Le Parti ouvrier libéral de Friedhelm Busse, le FAP, emboîte le pas au parti nazi.
Wir sind keine Palaverpartei, sondern wir sind die radikale Kampforganisation in der Bundesrepublik zur Erneuerung unseres Vaterlandes. Torsten Heise, un jeune activiste du FAP, énumère les ennemis. Dieser Staat mit seinem Apparat, zu dem gehören für mich auch die Autonomen auf der Straße, diese Ausländerflut, zwingt uns dazu, und das ist gut, so muss das sein, vereint auf der Straße stehen, vereint zuschlagen, vereint kämpfen. Ces paroles ne reflètent pas seulement les conceptions des néo-nazis, car la xénophobie ne se trouve plus uniquement dans les rangs de l'extrême droite. C'est ainsi qu'à Rostock, en 1992, ont lieu des pogroms contre des Vietnamiens. On ne déplore encore aucun mort. Peu de temps après, des attentats dans d'autres villes allemandes font 8 morts et plus de 30 blessés graves parmi des étrangers. À Hünxe, Zollingen et Mölln, les néo-nazis et leurs partisans ne connaissent plus aucune limite. Les enfants ne sont pas épargnés. Le président allemand Richard von Weizsäcker qualifie clairement de terrorisme ces actions de l'extrême droite. Die Morde von Mölln und Solingen, sie sind nicht unzusammenhängende, vereinzelte Untaten, sondern sie entstammen einem rechtsextremistisch erzeugten Klima. Es mögen Einzeltäter sein, aber sie kommen hier nicht aus dem Nichts. Rechtsextreme Gewalt, so gedankenarm sie auch wirkt, ist doch politisch motiviert. Entre-temps, la haine meurtrière vis-à-vis des étrangers a pris une dimension internationale. Au début des années 90, le racisme sème la peur et la terreur aussi en Suède. Jon Ausonius, un nationaliste, tire sur 11 personnes de couleur. Une est tuée, les autres sont grièvement blessées. L'assassin utilise d'abord une arme avec un viseur laser et entrera dans les annales criminelles du pays avec le surnom d'homme laser. Ces assassinats conduisent à l'une des plus grandes actions policières de l'histoire de la Suède. Ausonius est condamné à la perpétuité et devient pour la scène néo-nazie de son pays un martyr. Face à ces violences meurtrières et à la législation libérale qui lui laisse des espaces de liberté, l'extrême droite suédoise se sent encouragée à renforcer son militantisme et à attaquer des étrangers. Fulda, 1993. La scène néo-nazie allemande s'apprête à consolider ses contacts européens. C'est à nouveau une cérémonie en souvenir de Rudolf Hess. Elle donne l'occasion à Friedhelm Busse et à ses camarades d'attirer l'attention de l'opinion publique de manière spectaculaire. Pour la première fois, les néo-nazis suédois de la résistance aryenne blanche, le VAM, ainsi que des extrémistes britanniques représentés par John Peacock du British National Party, participent au défilé. Des membres du mouvement national socialiste danois, le DNSB, ont aussi répondu à l'invitation du FAP. Le Français Claude Cornillot conduit la délégation du PNFE. C'est la cause de la race qui unit les participants de cette rencontre internationale néo-nazie. Oui, je dirais la race. Nous sommes tous membres de la même race primaire caucasienne. Autrement dit, la race blanche. C'est le leader néo-nazi Claude Cornillot qui veut donner au racisme une dimension européenne. Frankreich sind Franzosen, Deutschland sind Deutschen. Nieder mit der Vielrassendemokratie. Es lebe die weiße Rasse, es lebe der weiße und europäische Nationalismus. Le racisme blanc électrise les néo-nazis rassemblés. Il ne s'agit plus de fonder un nouveau Reich grand allemand. Depuis la chute du rideau de fer, le nouvel horizon à atteindre est une Europe brune, antidémocratique,
un continent de patrie blanche, dirigé de manière autoritaire et soumis aux ordres d'un Führer. Dans les années 90, Claude Cornillo a pour objectif de donner le ton au sein de l'extrême droite européenne. Lors d'une interview pour la télé allemande, il se présente dans la langue de Goethe comme un brave bourgeois entouré de jeunes et jolis camarades. Ein großer Unterschied mit, sagen wir, 1930 ist, dass wir jetzt durch diese Überfremdung, die wir überall erleben, sei es in Deutschland oder England oder Italien, jetzt davon Kenntnis genommen haben, dass wir was Gemeinsames haben. Das heißt, die Kultur und diese Blutgemeinschaft, die wir verteidigen wollen. Mais parmi ses semblables, Cornillo est un leader brutal qui entraîne des groupes paramilitaires, s'entoure de mercenaires habitués au combat et qui menace ouvertement ses opposants politiques. Die Richter, die Polizisten, die Journalisten, die angeblichen Erzieher, alle die gegen ihr eigenes Volk gekämpft haben, gegen ihre eigene Rasse und gegen unsere Ideen, alle diese Leute werden dafür bezahlen. Derrière la façade respectable se cache un néo-nazi prêt à user de la violence. Son rêve, une Europe telle une forteresse blanche et autoritaire, dont il serait l'un des grands dirigeants. Décembre 1994, l'Allemand Busse, leader du FAP, veut commémorer à Madrid avec les fascistes espagnols l'anniversaire de Franco, qui a dirigé le pays jusqu'en 1975. Busse se réjouit des libertés dont les jeunes membres du FAP jouissent ici. Les jeunes gens endossent avec fierté l'uniforme qu'ils n'ont pas le droit d'arborer en Allemagne. Et ici, en Espagne, ils affichent leur unité. Je suis toujours ému de voir les Espagnols sur les trottoirs faire le salut hitlérien aux jeunes Allemands qui défilent dans les rues. Ici, on se salue avec des Heil et on crie « Viva Allemagne, Viva Espagne ». On assiste à des scènes de fraternisation fantastiques. Le grand moment arrive enfin, l'hommage à Franco. Pour les jeunes néo-nazis, c'est le point d'orgue de la cérémonie. En Allemagne, les autorités en charge de la sécurité réagissent au nombre croissant de complots néo-nazis et de violences perpétrées par l'extrême droite. Entre 1992 et 1995, 6 organisations sont interdites. Heite Oman, le chef de file néo-nazi néerlandais qui se sent depuis longtemps en étroite connivence avec l'extrême droite allemande, a bien observé le comportement des pouvoirs publics du pays voisin. Michael Kühnen le disait déjà. Notre principal ennemi a toujours été l'État. Nous le disions déjà au début des années 80. Et c'est toujours le cas. Sauf qu'aujourd'hui, nous avons davantage de partisans. Et par conséquent, l'entière liberté dont nous jouissions jusqu'au milieu des années 80 est désormais révolue. Maintenant, l'État nous a dans le collimateur et essaie de nous anéantir par tous les moyens. En 1995, le FAP aussi a franchi la ligne rouge. Lors de perquisitions, la police découvre des arsenaux et de grandes quantités de matériel de propagande nazi. Le groupe de Busse est désormais interdit. Dixmude en Belgique. Tous les ans, on y commémore les victimes de la Première Guerre mondiale. L'événement réunit des dizaines de milliers de participants, parmi lesquels de nombreux nationalistes flamands.
Pour les néo-nazis européens, c'est le lieu idéal pour coordonner des actions. Friedhelm Busse n'a plus de parti, mais cela ne le dérange guère. On peut interdire des partis, mais moi, on ne peut pas m'interdire. Et j'agis selon la devise « Ça ne fait pas de mal à un chêne allemand quand un porc se frotte à lui ». Je suis toujours un chêne. À l'étranger, où il ne risque rien, Busse réclame parmi ses semblables ce qu'il n'oserait pas en Allemagne, des camps de concentration. In unserem künftigen Staat darf es kein müheloses und arbeitsloses Einkommen leben. Und die Schmarotzer im Volk müssen in eine Institution geschickt werden, wo mit eisernen Lettern drüber steht, Arbeit macht frei. À l'intérieur, la fraternisation de néo-nazis européens. À l'extérieur, la police. À Greve, une ville à proximité de Copenhague, une station de radio est financée en partie par les impôts. Une radio qui, selon la conception danoise de la démocratie, s'inscrit dans le cadre de la liberté d'opinion. C'est ici que se trouve également le siège du DNSB, le mouvement national-socialiste danois. On y lit régulièrement, à l'attention des auditeurs, des extraits du Mein Kampf de Hitler. Nous sommes des nationaux socialistes orthodoxes. Et bien sûr, nos idées viennent de Hitler. Mais nous pratiquons une version danoise. Ce que les néo-nazis font à Greve est légal. On y pratique librement du merchandising nazi à destination de toute l'Europe. On publie et expédie aussi des publications. Les néo-nazis danois sont devenus une composante majeure du réseau brun européen, une plaque tournante pour le matériel de propagande d'extrême droite. Leurs liens et leurs contacts ne cessent de s'étendre. Dans le nord de l'Europe, il y a plusieurs organisations comme par exemple Friedform. En Suède, il y a la Résistance aryenne blanche et Front de guerre. En Angleterre, Combat 18. En France, Claude Cornillot et son organisation FANE. Et en Allemagne, l'ancien FAP, qui est une organisation sœur. L'organisation terroriste Combat 18 fait effectivement partie du réseau. Née en Angleterre, elle est le bras armé du mouvement skinhead Blood and Honor, sang et honneur. Des vidéos montrent ce qu'il en est. Du terrorisme d'extrême droite dont on fait ouvertement propagande. Sa stratégie, mener des attentats racistes contre des cibles recensées sur des listes noires. On opère dans la clandestinité. Les lettres de revendication sont interdites afin de ne fournir aucun indice aux enquêteurs. Danois et Suédois d'extrême droite exploitent les espaces de liberté de leur pays et se montrent prêts à se battre, geste à l'appui. Ici au Danemark, les néo-nazis ont le droit de déployer des drapeaux arborant la croix gammée. Même l'emblème des SS, ces soldats d'élite de Hitler, à la sinistre réputation qui ont marqué l'Europe de leurs empreintes sanglantes, est autorisé. Ici, le non-respect des tabous soude et motive les membres de la communauté néo-nazie. Les partisans des organisations allemandes peuvent y porter ouvertement l'uniforme SS. Chez eux, ils sont forcés à la clandestinité. Au milieu des années 90, l'interdiction de groupes d'extrême droite a conduit à un changement de stratégie de la part de leurs membres. Le néerlandais Aite Oman explique leur nouveau mode opératoire. Aux Pays-Bas comme en Allemagne, on met maintenant l'accent sur des formes d'organisation et d'action décentralisées, mais dotées d'une grande force de frappe. Ça implique des formations de cellules et de groupes autonomes, des actions clandestines, des formations de groupuscules. Tout ça sans que personne ne puisse identifier de dirigeants.
C'est le principe connu aux États-Unis sous le nom de résistance sans leader. Tout le monde participe, personne n'est responsable. C'est l'organisation par la désorganisation. Ceux qui en Allemagne se désignent comme libres nationalistes se voient comme des indépendants qui organisent leurs actions de façon cryptée, via Internet ou leur portable. Leur objectif, agir spontanément et empêcher qu'on remonte jusqu'à eux. Le concept des nationalistes libres s'est imposé. Et il est très difficile à décrypter par le système. Il s'agit de groupes locaux présents dans tout le pays, qui passent totalement inaperçus, qui n'ont aucune direction commune, mais qui, même s'ils agissent séparément, frappent ensemble quand il le faut. C'est à mes yeux la stratégie la plus prometteuse pour les années à venir. En Allemagne, ces groupuscules d'extrême droite qui échappent pratiquement à tout contrôle se multiplient, augmentant le risque d'actes de violence et d'attentats terroristes. À la fin des années 1990, une cellule terroriste de ce type est démantelée dans les environs de Berlin. Le groupuscule opérait dans la clandestinité, stockait des armes et avait planifié des attentats. Nick Greger en faisait partie. Il avait alors derrière lui une carrière importante de néo-nazi et avait établi de nombreux contacts, y compris avec le leader des néo-nazis danois, Johnny Hansen. Greger s'était préparé à des actes terroristes hors Allemagne, mais il a quitté le milieu et a écrit un livre sur ses années offertes à la cause. Il témoigne alors qu'il est incarcéré pour des délits plus anciens. C'est assez grotesque. On s'isole de la société quand on entre dans ce milieu et on gâche certaines chances d'ascension sociale. Mais sur le moment, on ne s'en aperçoit pas. On se dit que dans cette société, on n'arrivera à rien. On n'a pas de recul. Et puis on se dit qu'on a en revanche des chances d'ascension dans cette société parallèle. Et ça motive. C'est en fait assez pitoyable de ne pas se demander pourquoi on n'arrive pas à s'intégrer dans la société normale. Mais on se dit qu'on n'a pas envie de gravir les échelons de cette société-là. On pense qu'on n'a rien à y faire, que ce n'est pas la société dans laquelle on veut vivre et qu'on veut la combattre. La musique de fond qui amplifie cette haine est fournie par des groupes du mouvement Blood and Honor. Ils prônent un racisme militant ainsi que l'antisémitisme et glorifient la violence la plus brutale. Dans cette ambiance agressive, le salut hitlérien est un rituel. Quand on est dans ce milieu, on n'écoute plus que cette musique. Et quand on l'écoute tous les jours, quand on s'imprègne de ces textes et de ce rythme très agressif, quand on est soumis à ce genre de trucs du matin au soir, et ça pendant des années, il est possible qu'on finisse par péter les plombs comme ce Kai Dissner à Berlin. Cette musique peut vous rendre cinglé. L'un de ceux qui combattent fanatiquement la société est le néo-nazi berlinois Kai Dissner. En 1997, lors d'un contrôle de police, il abat un jeune policier. Un deuxième agent est grièvement blessé. Dans le milieu néo-nazi, Dissner est fêté aujourd'hui encore comme un martyr de la résistance aryenne blanche. La haine raciale est aussi le moteur de Franz Fuchs, l'assassin de 4 Roms en Autriche. Il entre dans l'histoire du terrorisme d'extrême droite en tant que fabricant de lettres et de dispositifs piégés. Il envoie des courriers portant le sceau du Front de libération bavarois aux membres de minorités nationales ainsi qu'aux institutions et aux personnes engagées auprès des étrangers. « 15 personnes sont blessées, certaines grièvement. Des victimes perdront leurs mains ou leurs bras. Helmut Zilk, le maire de Vienne, est l'une d'entre elles. Même devant le tribunal, Fuchs laisse libre cours à ses sentiments xénophobes et fait de la provocation.
Fuchs sera condamné à la prison à perpétuité et se donnera la mort en détention. Entre-temps, en Allemagne, de nombreuses organisations gagnent du terrain. L'une d'entre elles est la Protection de la patrie de Thuringe, un regroupement de plusieurs cellules des forces libres. On renonce aux listes de membres et au versement des cotisations pour ne pas laisser de traces écrites. Parmi leurs objectifs figure dès le début la lutte contre les opposants politiques, dans le jargon néo-nazi, le travail anti-Antifa. La Protection de la patrie de Thuringe est dirigée par le jeune homme, visible à droite sur l'écran. Il s'appelle Tino Brandt et dispose de contacts dans le milieu néo-nazi européen. Pour rappel, il était en 1991 partie prenante dans la préparation d'une fête d'extrême droite en France. Tino Brandt est désormais aussi l'indique des renseignements généraux allemands. Il touche 200 000 Deutschmark qu'il reverse selon ses propres dires à son organisation. Nous voulons protéger la patrie de Thuringe. D'un point de vue écologique, protéger l'environnement, c'est protéger la patrie. Mais aussi combattre des sujets criminels vivant dans l'État libre de Thuringe. Nous pensons aux dealers de drogue, aux gauchistes, aux rouges, aux criminels, c'est-à-dire tous ceux qui posent problème à notre État. Janvier 1998 à Dresde. 3 jeunes gens de la Protection de la patrie de Thuringe participent à une manifestation de néo-nazis européens. Ils sont complètement inconnus du public. C'est la dernière fois qu'ils seront vus ensemble. Ils passeront ensuite dans la clandestinité et y resteront plusieurs années. Uwe Mundlos, Uwe Benhardt et Beate Zschäpe. Ils baptisent leur cellule Clandestinité nationale socialiste, NSU en allemand. La banderole qu'ils portent tous les trois a des allures de prophétie. Nationalisme, une idée, cherche personne agissante. Mundlos et Benhardt agissent froidement. Cela commence selon le schéma habituel, avec des braquages de banques pour se procurer de l'argent. En Suède aussi, une banque est attaquée par des néo-nazis. 2 policiers sont abattus, mais ça ne s'arrête pas là. Des groupes comme le Front National Socialiste Suédois, NSF, ont continué de se radicaliser. Leur haine vise des personnes actives dans la société démocratique. Le 12 octobre 1999, Björn Söderberg, syndicaliste de Stockholm, est abattu devant la porte de son domicile de 6 balles dans la tête. La victime, âgée de 41 ans, avait découvert qu'un de ses collègues était un néo-nazi et ainsi signé son propre arrêt de mort. Peu de temps après, un attentat vise une maison des syndicats. Ceux qui s'opposent aux néo-nazis sont avertis. La même année à Londres, David Copeland, un partisan de l'organisation terroriste Combat 18, fait monter l'horreur d'un cran. Dans les quartiers à forte proportion d'immigrés, des bombes explosent, faisant 3 morts et près de 150 blessés. La méthode employée témoigne d'une absence de scrupules rarement égalée. Les bombes sont remplies de clous. Sur cette radio du crâne d'un enfant grièvement blessé, on peut voir qu'un clou a pénétré profondément dans son cerveau. Dans le milieu néo-nazi néerlandais, le ton a continué de se radicaliser, comme lors de la rencontre près d'Arnhem de groupes néerlandais et de groupes allemands interdits dans leur pays. On en appelle aux attaques terroristes. Greift das System und ihre Knechte an, wo immer es geht. Auch sie, die gegen unsere Rasse vorgehen und sie zu vernichten suchen, Staatsschmutz, Staatsanwälte und Richter, haben Namen, Adressen und Familien. Macht ihnen klar, dass wir das ganz einfach nicht mehr dulden. Bildet Zellen nach dem Vorbild des führerlosen Widerstandes. Unterstützt die nationalrevolutionären Zellen. Kameraden, wir arbeiten weiter. Sieg oder Valhalla. La victoire ou la mort. On assassine depuis longtemps déjà.
L'année précédente, le 14 juin 2000, le néo-nazi Michael Berger abat 3 policiers, puis se suicide. Un acte isolé, dit-on d'abord, une fois de plus. Sauf que ce néo-nazi était étroitement lié à l'extrême droite clandestine. Celle-ci exulte et fête le triple assassinat comme une victoire sportive. Ce crime ne suscite qu'une attention marginale de la part de l'opinion publique. Puis arrive septembre 2001. Le monde entier retient sa respiration. Des islamistes fanatiques déclarent la guerre aux démocraties occidentales. S'ensuivent les attentats de Madrid et de Londres. Bilan, 250 morts. Les forces de l'ordre sont dépassées. En Allemagne aussi, un massacre est planifié. L'attentat qui visait la ville de Cologne peut être déjoué à temps. Le nouveau danger porte les autorités en charge de la sécurité à focaliser leur attention sur le terrorisme islamiste. Cela conduit certains enquêteurs à de curieuses réactions. Lorsque la cellule allemande de la NSU commet ses premiers meurtres sur des personnes d'origine turque, on suppose d'abord que les auteurs appartiennent à l'entourage musulman des victimes. Comme si tous les musulmans étaient désormais suspects. Les enquêtes n'aboutissent à rien. Lorsqu'à Cologne, en 2004, explose une bombe remplie de clous comme celle utilisée par Combat 18 à Londres, les enquêteurs sont perplexes. Ils ne remontent pas jusqu'aux membres de la NSU, qui ont commis l'attentat et sont retournés dans la clandestinité. Un porte-parole de la police après le 8e meurtre. Wir konnten bisher keinerlei Gemeinsamkeiten feststellen, die zwischen den Opfern gewesen sein könnten. Wir bewegen uns selbst im Bereich der Spekulationen, wenn wir an ein Motiv denken. À l'ombre de la menace islamiste, les extrémistes de droite et les néo-nazis s'arment en passant presque inaperçus. Un marché des armes en Tchétchénie. Le jour, on y propose de l'ancien matériel de guerre, peut-être aussi des munitions réelles. Les néo-nazis s'approvisionnent sur ces marchés. Mais le soir, à la faveur de l'obscurité, comme le révèlent les enquêteurs, on vend des armes modernes d'Europe de l'Est. Quel est le niveau d'armement du milieu d'extrême droite? Nul ne le sait. Mais les descentes de police en donnent une image alarmante. Car ce ne sont pas de simples armes à feu qui sont trouvées, ce qui fait craindre l'existence de structures paramilitaires clandestines. Mais à quoi ressemblent-elles? S'agit-il de groupes importants, pouvant mener des opérations d'envergure, ou bien de petites cellules, destinées à agir de façon autonome? Le trio de la NSU est-il représentatif? Le fait est qu'un front des extrémistes de droite et des néo-nazis prêts à user de la violence existe depuis longtemps en Europe. Cette progression préoccupante contraint les démocraties européennes à faire front commun. Difficile cependant d'y arriver sans base juridique commune, sans échange entre les services de sécurité nationaux et sans fichier européen des néo-nazis militants. Une situation dont tire parti le terrorisme d'extrême droite européen. Ce film fait état à lui seul de plus de 200 meurtres. Le nombre total des victimes du terrorisme d'extrême droite au cours de ces 40 dernières années en Europe reste quant à lui inconnu.